BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis, Fabrice Montagnier, économiste senior chez Barclays, et l'analyste de Daily FXFXM, Vincent Gane, qu'on retrouve pour la clôture. Vincent, vous nous le disiez, on reste pour vous dans une phase de consolidation. Il ne faut pas se fier à la hausse du jour, elle peut être trompeuse. Écoutez, pour l'instant, on n'en a pas la réponse. C'est certain, c'est lorsqu'on regarde ce que vous décriviez tout à l'heure, les composantes du rebond, la structure sectorielle du rebond, on peut s'inquiéter aujourd'hui que dans le rebond technique, ce ne soit pas le contraire qui soit produit, à savoir des bancaires et des valeurs industrielles fortement recherchées. Donc, ce qui donne un caractère technique au rebond, d'autant plus que pour l'instant, on reste en fait sous les points de décrochage de la semaine dernière. Mais au fond, il n'y a rien de catastrophique pour le moment. Prenez l'indice CAC 40 depuis le début de l'année. En fait, c'est la troisième phase de prise de profit. Il y en a eu une fin janvier, il y en a eu une début mars, souvent d'ailleurs dans des proportions maîtrisées, et pour l'instant nous serions à peu près à mi-chemin, 2/3 du chemin par rapport à la moyenne de ce qu'on a connu depuis le début de l'année. Et puis au fond un CAC qui reviendrait chercher les 4200, 4250 points sur le plan technique, il n'y a rien de catastrophique. Donc un marché correctif, et probablement ce qui se passe là en ce début de semaine, c'est un rebond technique, et donc comme son nom l'indique, pas forcément un creux majeur de marché, annonçant derrière le franchissement à court terme des 4500 points, le plus haut qui a été atteint début avril. Bon, et puis alors, une des thématiques aussi du marché en ce moment, Sébastien Lemonnier, c'est tout ce qui tourne autour des fusions-acquisitions. Il y a encore plusieurs opérations annoncées aujourd'hui, alors plutôt côté américain, mais c'est vrai qu'on a eu notre lot aussi, nous, en Europe et notamment en France. On a l'impression que ce sont des opérations qui changent de nature. Il y a eu beaucoup de rachats, des actionnaires majoritaires de référence qui sortaient les dossiers de la cote, type Soggen sur Bourseau ou Jacquard sur Bourbon. Maintenant, on a des deals déjà de taille bien plus significative qui sont plutôt dans une logique offensive. Oui, moi c'est ça que je trouve assez intéressant aussi comme soutien, et sans doute qui doit légitimer une poursuite de la hausse des marchés actions. C'est quand on a du M&A, des fusions-acquisitions, parfois c'est des bonnes nouvelles, parfois ça peut faire peur, puisque parfois c'est aussi la traduction d'excès à la hausse en termes de valorisation, surtout quand c'est des fonds de private equity qui sont là pour acheter des actifs. Là où c'est très intéressant, c'est que la plupart des deals qu'on peut voir, alors il y a eu le fameux Lafarge-Holcim, mais finalement de façon assez continue, même en Europe aujourd'hui, il y a un Chinois qui rachète la chaîne de retail, de distribution House of Fraser, un peu l'équivalent de Galeries Lafayette, donc il y en a continuellement. C'est que la plupart du temps, on a des deals qui sont vraiment industriels, qui doivent créer de la valeur pour l'actionnaire. C'est à la fois pour compléter des parts de marché, donc quand les Chinois regardent sur une zone européenne ou sur une zone américaine, apporter éventuellement ou acheter en tout cas de la technologie. C'est pour, dans le cas de Lafarge-Holcim, renforcer finalement une stratégie de restructuration, d'optimisation. Et donc c'est là où aujourd'hui je trouve ça intéressant. C'est fait sur des niveaux de valorisation qui sont assez attractifs. On n'est pas du tout dans la partie éventuellement bulle sur ce qui se passe sur les M&A dans les technos aux États-Unis, et avec en plus une vraie stratégie moyen-long terme. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et pour là encore un investisseur stock picker, d'arriver à trouver les deals de demain sur une logique finalement industrielle, pas juste parce que c'est pas cher ou parce que ce titre-là va être intéressant. En s'intéressant, en ayant une approche fondamentale, ça peut justement être amené à être investi sur des titres qui vont faire l'objet de situations spéciales. Dans le fond, Mansartis Europe, la deuxième position était Lafarge. À aucun moment j'en avais acheté en me disant il y aura une opération sur ce titre-là. C'est une vraie surprise pour toi. Ça a été clairement une bonne surprise, mais je trouve que ça a d'autant plus du sens par rapport à la stratégie à moyen long terme. Et vous conservez vos titres Lafarge aujourd'hui en disant ça va être créateur de valeur une fusion comme ça, ou est-ce que vous dites bon j'ai profité du coup, c'est la cerise sur le gâteau, mais bon je vais peut-être pas rester trop longtemps sur Lafarge parce que c'est des fusions énormes, il y a des risques d'exécution et on n'est jamais sûr que ce genre de méga fusion arrive à créer de la valeur 3, 4, 5, 6 ans après. Je me suis clairement posé la question avec comme éventuellement idée de changer Lafarge par une autre cimentière. Ouais. J'ai conservé ma position en Lafarge. Oui, ça va prendre du temps. Ce que je trouve très remarquable, c'est que sur un groupe de cette taille-là, si a priori ça fait bien 3-4 mois qu'ils travaillent avec les commissions antitrust, il n'y a eu aucune fuite. Donc ça montre quand même qu'ils ont quand même bien déjà fait le travail. La fusion, il y a des actionnaires qui se connaissent. Il n'y a que 10-15% de l'EBITDA qui est à céder. Ça paraît pas insurmontable. Je pense que justement, s'ils ont bien travaillé en amont avec les antitrusts, dans les prochains mois, on aura peut-être les premières sessions d'actifs qui pourront se faire à des prix assez intéressants. Et ça continuera d'être des catalyseurs où les investisseurs qui parfois, surtout dans l'industrie du ciment, se méfient de ce genre de deal, vont être assurés. Et vu la valorisation de Lafarge, elle est attractive d'une part par
par rapport à la parité, par rapport à Holcim, mais aussi en absolu par rapport au redressement des bénéfices et surtout du retour sur le capital employé. Fabrice Montagnier, l'Ukraine, c'est redevenu un sujet pour les marchés, mais enfin, je veux dire, est-ce que ça redevient aussi un sujet macro? C'est vrai qu'on a vite enterré le dossier quand même après l'affaire de la Crimée. Là, Poutine, en tout cas, les Russes et les pro-russes sont en train de nous montrer que c'est sans doute pas fini. Oui, c'est pas fini. Alors ça redevient un sujet économique au sens où l'Union européenne et les États-Unis reparlent de sanctions, reparlent d'escalade des sanctions. Ensuite, il faut quand même reconnaître que l'escalade des sanctions reste très graduelle pour l'instant. Il me semble que les risques, aussi bien du côté russe que du côté européen, les risques en termes financiers sont quand même assez importants. Il faut rappeler que l'économie russe en ce moment est nulle part. La croissance ralentit assez fortement, l'investissement des entreprises encore plus fortement, alors que l'inflation reste très élevée. Donc on est dans une situation très inconfortable au niveau de l'économie, de la macroéconomie en Russie. Et dans ce cadre-là, une crise avec des sanctions, avec l'effondrement du commerce avec la Russie, ferait beaucoup de mal à l'économie russe. La question, c'est de savoir si Poutine s'en préoccupe ou pas. Enfin, je caricature, je suis pas du tout un spécialiste de géopolitique, mais est-ce que cette épée de Damoclès de sanctions économiques qui ferait mal et qui mettrait à terre pour longtemps un pays comme la Russie qui est déjà dans une situation compliquée, est-ce que ça suffit comme argument? Alors il me semble qu'il en a déjà tenu compte. On a déjà eu des revirements de situation en Russie avec des mouvements de troupes, aller, retour, etc. Donc il y a déjà eu une certaine volonté, enfin entre guillemets, un certain apaisement qui ne se retrouve pas dans la rhétorique de Poutine, dans la mesure où pour sa communication domestique, il lui faut avoir un langage très fort. Donc de ce point de vue-là, on le retrouve pas, mais le simple fait de voir que les parties prenantes continuent à parler, continuent à se rencontrer, à faire semblant d'essayer de chercher une solution, nous incite à croire qu'on n'est pas dans une réunion de tête brûlée où ça partirait dans un scénario de crise grave qu'on aurait pu avoir si c'était le cas, si personne se souciait de l'impact économique que ça pourrait avoir. Mais il me semble que c'est un peu plus subtil, un peu plus compliqué. Il faut aussi se rappeler que Poutine a tout intérêt à garder cette zone d'influence proche de la Russie et à continuer de faire ce qu'il fait. Il n'y a pas de conflit ouvert, il y a de l'influence. Les Européens savent pas trop comment avancer sur ce terrain-là, car eux aussi ont des choses à perdre. L'Allemagne est exposée via ses entreprises, l'Angleterre est exposée via la place financière de Londres. Donc il y a beaucoup d'intérêts croisés dans ce conflit qui font que, sans doute, mais je dis ça sans trop m'avancer, le risque d'une crise flagrante et subite est sans doute moins important qu'il n'y paraît. Bon, et puis alors, on peut, pour revenir là directement au marché boursier, Vincent Gane, chez Daily FXM, un mot peut-être de l'indice Nasdaq, là, qu'on voit rebondir de plus de 1%. Comment est-ce que vous prenez ce rebond après des séances très compliquées? Non, je dirais que c'est de bon augure. Là, ce qui est important avec l'indice Nasdaq, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a corrigé avant les autres indices et même pendant un certain temps corrigé tout seul, tout simplement parce que du point de vue de la valorisation boursière, il était jugé cher. Et donc voilà, on a assisté à ces quelques semaines de prise de profit. Maintenant, on revient probablement sur des niveaux attractifs, en tout cas là qui génèrent un rebond technique. Mais c'est encore difficile, si vous voulez, de statuer sur ce que pourrait donner le Nasdaq à moyen long terme. Et en tout cas, ça nous rappelle une chose qui s'est passée sur le Nasdaq, c'est qu'à un moment ou à un autre, la valorisation boursière, en fait, ce que représente concrètement le rapport, vous le savez, entre la valeur des indices, des actions et leurs bénéfices attendus, à un moment ou à un autre, ça revient sur le devant de la scène. Il n'y a pas que de la politique monétaire ou que des tensions géopolitiques derrière la correction du Nasdaq. C'est une histoire de valorisation théorique d'actifs boursiers d'actions, tout simplement. Merci Vincent, merci de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir. Vincent Gane, analyste chez Daily FXM, Fabrice Montagnier, Barclays et Sébastien Lemonnier. Mansartis, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure du Club de la Bourse.